Laisse béton! Cet épisode parle d'amour et de papillons dans le ventre. Carole y raconte son coup de foudre pour un moulin qu'elle a déniché en Eure-et-Loir après de longues recherches pour assouvir son besoin de nature. De cet endroit qu'elle a appelé le Moulin Cœur, elle a fait un lieu de guérison, une terre d'accueil pour des groupes où l'on se sent bien. Carole décrit ici sa vie urbaine, comme elle appelle cet équilibre qu'elle a su organiser entre Paris et l'Eure-et-Loir. Elle y parle surtout de sa résilience libanaise et des efforts, voire des sacrifices qu'elle a faits pour construire ce lieu de ressourcement et réussir son intégration dans la vie locale. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Carole. Bonjour Amélie. Nous sommes au Moulin Cœur avec un E à la fin, à Chuines en Eure-et-Loir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? La question, ça commence bien. Vous avez 4 heures. Cet endroit est l'endroit de mes rêves. Un endroit que j'ai cherché pendant des années. Je cherchais un endroit qui soit pas trop loin de Paris, qui soit vraiment dans la nature et qui me fasse rêver pour pouvoir faire rêver les autres et les groupes que j'allais accueillir. J'ai mis des années à le trouver et puis un jour il m'est apparu. Et l'histoire un peu poétique, un peu romantique et un peu triste, c'est que je l'avais vu, donc j'ai reçu une annonce par mail, il répondait exactement à mes attentes, mais il était beaucoup trop cher pour moi. Et je suis libanaise, et un mois après avoir reçu cette annonce, le Liban, il y a eu des explosions sur le port de Beyrouth, et j'ai fait une mini crise cardiaque à ce moment-là. Ouais. J'ai vraiment eu un très très gros choc. Et suite à ce choc, je me suis dit, comme je viens du Liban et que je sais que rien n'est acquis, je me suis dit, au diable l'argent, on s'en fiche, va voir ce moulin, il te parle. Et je suis arrivée ici et je pense qu'en 15 mètres, mais vraiment 15 mètres, alors que c'est 7 hectares et demi, donc il y avait quand même beaucoup de superficie, en 15 mètres c'était réglé. Je crois que j'ai eu un coup de foudre, quelque chose vraiment de l'ordre du choc amoureux. C'est vrai. J'ai déjà eu des coups de foudre dans ma vie et je remercie beaucoup la vie pour ça. Et ça m'a vraiment fait la même réaction. Donc quoi, le cœur qui palpite, les poils qui se hérissent. Tout, les endorphines, l'espèce d'état un peu extatique, déraisonnable. C'est génial. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas vu les problèmes qu'il y avait ici, les travaux, je n'ai rien vu. J'ai vu juste, je t'ai trouvé. Chabalabala. C'était au ralenti et tout et ça. Puis voilà, après il y a eu des négos, un tas de choses. Et puis j'ai signé la promesse de vente. Et quand j'ai signé la promesse de vente, j'ai décidé de l'appeler Cœur avec un E. Et alors suite de l'histoire un peu magique, qui est vraiment vraie. Hein. Je sens qu'on va avoir des licornes arriver, des trucs comme ça. Il y a eu des elfes. C'est ça. Donc j'appelle le moulin Cœur et puis je me retrouve ici avec les anciens propriétaires pour prendre un café entre la promesse et la signature. Et là, elles m'apprennent qu'il y a un étang sur le terrain que j'avais pas vu, qui est en forme de cœur. Non. Et qui a été fabriqué par le propriétaire dans les années 70, qui devait être un hippie, et qui a fait construire cet étang parce qu'il voulait que sa femme se baigne nue au bord d'un cœur. Génial. Bon, voilà, tout est dit. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ici ? Tu me dis qu'il y a plein de monde qui y vient. Qui accueilles-tu dans cet endroit et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, l'idée de cet endroit, c'était d'assouvir mon besoin de la nature, d'assouvir mon besoin de soins de la nature et de le partager. Ça, c'était vraiment une priorité, d'où l'importance d'un bâtiment grand. D'accord. Pour pouvoir accueillir beaucoup de gens. Donc, dans un premier temps, bien sûr, mes amis et ma famille, c'était très important pour moi. Ouais. Et puis, très vite, et c'était le plan, c'est d'accueillir des groupes qui viennent profiter de cet endroit pour soit créer, soit travailler, soit partager, soit les trois en même temps. Donc, j'accueille depuis 1 an des séminaires d'entreprise. D'accord. Des stages de développement personnel ou de yoga ou de toute pratique
Ça dépend, ça peut être vraiment de tout. Des associations aussi qui ont besoin de se réunir. D'accord. Et puis des groupes privés aussi un peu, des familles, des rassemblements. Je fais un peu d'événementiel, très choisi. D'accord. Et depuis le mois de juillet 2022, je fais un événement associatif qui s'appelle la plage Bonheur sur Eure. Pendant 3 jours, en fait, le moulin est ouvert à tous. Avec des concerts, une buvette, un bar, etc. L'idée étant de se réunir. Moi, c'est très important pour moi, l'hospitalité et le partage. Et puis de pouvoir offrir aux gens la possibilité de profiter d'un endroit qui est assez spectaculaire, parce que c'est un moulin. Donc voilà, je le considère comme un endroit de partage. Est-ce que tu peux me décrire ton amoureux? À quoi il ressemble? Alors, mon amoureux est magnifique. Il est superbe. C'est donc un terrain qui fait 7 hectares et demi, qui est principalement constitué d'eau, puisqu'il y a la rivière Eure qui traverse tout le domaine. Il y a ce que j'appelle un lac et qu'on peut appeler un étang. Il n'y a pas de catégorisation en France, qui doit faire 4-5 hectares. D'accord. Il y a l'étang en forme de cœur. Le fameux. Il y a des jardins. Donc, ce sont des endroits qui sont un peu plus civilisés, un peu plus... parce que le reste, j'essaye vraiment de le laisser à l'état naturel. Il y a une prairie où il y a mes 2 brebis d'Ouessant, sauvages et folles, que j'adore, qui font leur vie. Et là-dessus est posé le bâtiment du moulin, qui ressemble... moi, il me fait penser à une caserne de pompiers, parce que les moulins à eau, c'était quand même des endroits de travail à la base. Donc, vraiment, ça ressemble un peu à une usine, quelque part, avec plusieurs étages, où il y a donc... des espaces d'accueil et puis des chambres et des ateliers et voilà. D'accord. Tu as combien de chambres dans le bâtiment? 8 chambres. Enfin 10 en tout. 10. Et tu peux accueillir combien de personnes en dodo, je fais entre 15 et 20. Ouais, d'accord. Et en journée, ça peut être jusqu'à 1000. Ok. Alors, tu partages ta vie entre Paris et cet endroit, et cet amoureux. Tu me parlais de grand écart quand on s'est rencontrés. Pourquoi cette expression? Qu'est-ce qui fait que c'est un grand écart? Alors, moi, j'ai créé un terme qui, je trouve, me caractérise assez bien et caractérise sans doute d'autres gens et j'aimerais beaucoup les rencontrer. C'est la rurbanité. C'est-à-dire que moi, je me considère comme rurbaine. J'ai une vraie vie rurale ici. C'est ma résidence principale. C'est là où je passe la plus grande partie de ma vie. Donc c'est une vraie vie rurale où tu regardes mes chaussures. Voilà, il y a de la boue. Je suis en pleine nature. Je passe mon temps à aller réparer des choses, couper du bois, faire des tas de trucs. Et où je suis très dépendante de la nature. Et puis 2 jours par semaine, je suis dans le centre de Paris où j'ai une vie très parisienne. Et là, pour le coup, j'ai des talons de 10 centimètres et je bosse et toute la journée et je cours partout comme une vraie Parisienne que j'étais avant. Et ce grand écart, en fait, représente exactement les facettes de ce que j'aime. C'est un goût très personnel. Je pense pas que j'ai mis 1 an à trouver vraiment mon rythme et mon équilibre. Et aujourd'hui, ce grand écart, je suis comblée, quoi. Alors ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts financiers, de gestion d'énergie, vraiment énormément. Mais je suis comblée de ma urbanité. Tu parlais de besoin de nature tout à l'heure. Comment tu l'as ressenti? Je l'ai toujours eu. Je l'ai vraiment toujours eu. Donc auparavant, je vivais principalement à Paris, sauf au début de ma vie où j'étais au Liban. Et aussi loin que je m'en souvienne, le week-end à Paris a toujours été quelque chose qui me mettait dans un état de grande détresse, où je me disais, qu'est-ce qu'on fait le week-end? Il s'avère que j'avais une vie très remplie, mais je comprenais pas cette vie remplie de shopping, restaurant, etc. Même si j'étais une grande fêtarde, enfin c'est pas. En fait, je trouvais qu'on était totalement déconnectés de tellement de choses. Alors quand je travaillais, donc la semaine, ça me paraissait à peu près cohérent, parce que le travail que je faisais, c'est-à-dire en l'occurrence, j'étais journaliste, productrice, etc., je pouvais pas le faire en pleine campagne.
Mais tout le reste du temps, je trouvais ça super bizarre. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé de trouver la nature et je l'ai trouvée beaucoup trop loin. J'ai habité 6 mois dans les îles, j'ai habité 6 mois dans le désert, j'ai habité 2 ans aux Philippines en 2013 où j'ai monté un endroit dans la jungle. Tout ça, super. Mais en fait, c'était justement pas le grand écart. C'était le saut à chaque fois trop radical. Ouais, d'accord. Et j'ai besoin de la nature. C'est inexplicable. En fait, je pense que c'est un état naturel. C'est comme respirer pour moi. Ouais. Au Liban, tu as eu un contact avec une forme de vie rurale ou tu as grandi en ville? Alors, on était en ville, mais au bord de la mer, parce qu'on habitait à Beyrouth. D'accord. Donc déjà, il y a quelque chose Bien qui sûr, est... Et puis, la nature est omniprésente au Liban. Alors, je sais pas si on peut appeler ça rural, mais en tout cas, la nature est omniprésente. D'accord. Moi, j'y retourne beaucoup. La moitié de ma famille habite toujours là-bas. Il y a des arbres. En fait, c'est tout bête, mais il y a des arbres. Quand tu regardes à gauche, il y a la mer. Quand tu regardes à droite, il y a la montagne. Alors, ok, il y a des constructions partout, mais la nature est toujours là. Et Paris, c'est très particulier, je trouve, par rapport à d'autres grandes villes dans le monde. C'est qu'il n'y a pas de nature. Les seuls jardins qu'on peut avoir, et là, je vais un peu caricaturer. C'est des jardins à la française, très propres, rien ne dépasse, etc. On n'a pas le droit de marcher sur l'herbe, etc. On n'a pas le droit de toucher, c'est incroyable. Bon, alors, dans des villes comme New York ou Londres, il y a des vrais grands parcs, où donc il y a une approche de la nature qui est peut-être un peu moins coupée. Mais Paris, j'adore Paris, je trouve ça magnifique, c'est absolument superbe. Mais c'est de la pierre. Elle est comment, ta vie ici? Tu disais que tu coupais du bois, que tu avais de la boue sous les semelles, mais au-delà de ça... D'abord, elle est géniale. Elle est comment? Ici, il y a une partie professionnelle très importante. Moi, je suis coach professionnel et personnel en entreprise et pour les particuliers. Donc, toutes les consultations avec les Parisiens, je les fais à Paris, au cabinet, très bien. Et tout ce qui est visio, international et province, je le fais du Moulin. D'accord. Et j'ai commencé à développer une clientèle ici en Eure-et-Loir, en physique, donc des chefs d'entreprise et des particuliers aussi. D'accord. Donc ça commence à prendre. Ce qui que tu reçois ici. Que je reçois ici. Donc là, il y a vraiment cette partie travail. Après, il y a la partie travail autour du moulin, parce que ça demande beaucoup de démarches et de choses diverses et variées. Il y a ma vie locale, qui est riche, et j'en suis vraiment... non seulement honorée, mais très heureuse. J'ai vraiment tout fait. J'insiste sur le faire, pour m'insérer de la façon la plus douce et respectueuse et en même temps aidante dès que je suis arrivée. D'accord. Donc j'ai une vie locale très développée ici, aussi bien amicale, parce qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai des amis. Si vous m'écoutez, je vous aime. J'ai des amis qui sont là, mes voisins, et certains voisins. J'ai beaucoup de relations avec des gens et j'essaye de travailler vraiment main dans la main avec la mairie de Chuines et la mairie de Courville et la communauté de communes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et on fait des choses ensemble. Comment as-tu fait ça, cette intégration qui est quand même pour beaucoup une appréhension, un mystère, etc., qui est vraiment pas facile en général, parce que personne t'attendait, j'imagine. Et justement, c'est là où je me suis positionnée, c'est que personne ne m'attendait, et donc je suis pas arrivée en disant attention, je vais vous expliquer des trucs. Je suis arrivée le premier jour. Et monsieur Jacques Maupu, si vous m'écoutez, vous savez que je dis la vérité. Nous vérifierons de toute façon. Bien sûr, on va l'appeler. Je suis arrivée ici le 10 décembre 2020. Le 11 décembre 2020, j'ai appelé la mairie de Chuines en disant bonjour, je viens d'arriver, je vous remercie de m'accueillir, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et le 12, Jacques Maupu, donc le maire de Chuines, était ici, on a pris un café, on a fait connaissance, et ma démarche, ça a été qu'est-ce que je peux faire pour Chuines. C'est-à-dire, merci tellement de m'accueillir. On ne se connaît pas. Prenez le temps de me connaître, mais en tout cas, moi, je suis là pour participer à la vie locale. Et par la suite, je l'ai démontré. D'accord. Ok. Je l'ai démontré. C'est-à-dire, c'était pas des mots en l'air. Donc, j'essaye vraiment de participer à la vie locale en donnant du temps. Je suis vice-présidente de l'association de la biodiversité à Chuines. D'accord. J'ai monté une association, moi, de mon côté, avec ma fille, qui fait des choses ici. D'accord. Je participe à la vie locale. Je vais aux événements. J'ai un contact très régulier avec Jacques, donc le maire de Chuines.
Ensuite, j'ai fait connaissance avec le maire de Courville, que pareil, j'ai provoqué la rencontre pour dire, voilà, on est juste à côté, qu'est-ce que je peux faire Donc, on a des discussions assez fréquentes aussi. Et avec la communauté de communes, de la même façon. J'ai fait vraiment, à chaque fois, des pas vers eux pour dire, voilà qui je suis, voilà ce que je peux offrir, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Moi, j'ai toujours cette image de, quand on est invité chez quelqu'un, Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de ne pas dire je vais changer ta déco. J'essaye plutôt de dire en quoi est-ce que je peux t'aider pour le dîner. Et ben, pour moi, c'est la même chose ici. J'avais jamais mis les pieds en Eure-et-Loire avant de visiter le moulin. Je vais pas commencer à... Non, je suis novice. Et j'ai des choses à apporter, mais c'est vous qui connaissez la région. Ouais, ok. Est-ce que ta vie aujourd'hui ressemble à celle que tu imaginais le 9 décembre 2020 avant de t'installer ? Là, 2 ans après, un peu plus de 2 ans après, est-ce que c'est ça que tu voyais ? Non, c'est 100 fois mieux. J'étais très emportée par donc mon coup de foudre et ces décharges hormonales. Et vraiment, un jour, j'ai fait une certification en neurosciences, mais je suis pas assez pointue pour vraiment voir si j'ai eu cette réaction hormonale. Mais j'en suis assez convaincue. Donc j'étais très emballée par le lieu. J'étais assez inquiète sur la charge de travail, parce que ça ne s'arrête jamais. J'ai un problème quasiment tout le temps. Enfin, parce que la dimension de l'espace fait que la dimension de l'espace, la nature qui fait un peu ce qu'elle veut, le moulin qui demande pas mal de choses. Enfin, c'est très prenant. Donc j'étais un peu inquiète de ça et j'étais un petit peu fébrile par rapport à l'équilibre parisien et ici justement. D'autant plus que j'étais vraiment très amoureuse du moulin et donc dès que je partais du moulin, même pour aller bosser à Paris, c'était un déchirement. Voilà. Donc j'avais un fantasme, j'avais quelques inquiétudes et en fait la réalité que je vis aujourd'hui, donc au bout de 2 ans, du fait qu'elle soit réelle, déjà elle est plus forte que le fantasme. Honnêtement, je baigne dans le bonheur. Et encore une fois, ça demande énormément d'efforts et de sacrifices. Ça vient pas tout seul. Énormément, vraiment énormément. Mais c'est fabuleux, quoi. Donc, tu parles de sacrifice, c'est quand même pas un vain mot. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce changement profond de vie, on le comprend. Et peut-être que tu le trouves encore difficile d'ailleurs, hein. C'est pas, je le mets au passé, mais... Ça va être extrêmement terre à terre, ce que je vais dire, c'est financier. Financier, parce que... Et alors là, je vais le dire haut et fort, parce que j'en suis très fière, ce moulin, je l'ai acheté vraiment avec le fruit de mon travail. C'est vraiment la résultante, j'appelle ça le retour de karma, de beaucoup de travail auparavant. Je n'ai eu aucune aide pour l'acheter, donc ça, j'en suis très fière. Maintenant, il dépassait clairement le budget qui était prévu au départ. Et puis le fait d'avoir choisi de garder Paris également me demande un jonglage financier permanent qui est sans doute, il y a une sorte de sacrifice de sécurité financière. Certains jours, c'est difficile. Et puis la majorité du temps, je me dis quand même... Voilà. Et puis il y a toujours ce côté libanais qui fait, bon, de toute façon, je te dirais, on sait pas ce qui va se passer, donc... Profite aujourd'hui. Demain, on verra bien. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie, là, en 2 ans, 2 ans et demi ? Une forme d'équilibre plus stable. Alors, l'équilibre, je vais parler pour moi, je vais parler au jeu. L'équilibre, je l'ai déjà atteint plusieurs fois dans ma vie, pendant des périodes. D'accord. Des moments. Là, il y a un équilibre stable. C'est-à-dire que la norme de ma vie aujourd'hui, c'est l'équilibre, et puis parfois, c'est déséquilibré. Et je pense que cet équilibre, je vais parler vraiment pour moi, c'est ce contact avec la nature. C'est-à-dire que la nature me rappelle sans arrêt quelle est la saison, quel est le rythme que je dois adopter, comment tu dois t'habiller, comment je dois m'habiller. J'ai toujours été très étonnée du fait que les êtres humains sont la seule espèce vivante qui n'hiverne pas. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des conditions pour qu'on soit les mêmes au taquet en janvier et en juin, ce qui est absolument fou. Et ici, le fait de vivre ici, je me permets d'hiverner un peu, par exemple. Je suis vraiment les rythmes de la nature, et puis ça me ravit. Vraiment, ça me ravit. C'est-à-dire, en plus, j'ai le don pour m'extasier devant à peu près tout et n'importe quoi. Donc...
T'es encore dans cette phase amoureuse, là, je le vois bien. J'ai pas dépassé les 3 ans encore, attends. Ah bah voilà. On en reparle dans un an. Dans un an, je dirais, ouais, il fait jamais la vaisselle. C'est le bordel, j'aime pas. Il laisse ses bras tous froissés, bref. Mais c'est ça, le plus gros changement, c'est ça, sans doute. C'est, j'ai enfin ce contact quotidien avec la nature qui m'apporte le principal. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être une meilleure personne pour le reste. Je me sens meilleure coach. Je me sens meilleure mère, meilleure amie, meilleure tout. Tu te souviens de la réaction de ton entourage quand tu as annoncé ce projet-là? Est-ce qu'on t'a pris pour une folle dingue ou est-ce qu'on a dit, bon, de toute façon, vu ce qu'elle nous a prouvé avant. Un mélange de tout ça. Ouais. En fait, ça s'est passé par étapes. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que j'ai habitué mon entourage à vivre des aventures, Donc ça, il y avait une sorte de ok, bon, voilà. Après, j'ai beaucoup cherché pendant 3 ans la maison, je ne la trouvais pas. Et donc, il y avait un peu un truc flottant. Bon, alors ta maison, t'en es où, etc. Et puis un beau jour, en janvier 2020, j'ai dit ok, j'ai pas trouvé ma maison, mais je vais vendre mon appartement. Donc j'avais mon appartement à Paris. Alors là, tout le monde m'a dit mais ça va pas, non mais t'as rien d'autre après, etc. J'ai dit, moi voilà. Bon. Et puis après, il y a eu cet endroit. Alors il y a eu un peu de, tu te rends compte dans quoi tu te lances, 7 hectares, c'est une folie, etc., etc. Et il y avait aussi, alors je schématise encore une fois, je généralise, mais il y a aussi la confiance que me font mes proches sur le fait que même quand je fais quelque chose qui paraît dingue, j'ai un côté ultra rationnel, ultra tableau Excel de vierge sage, qui fait que personne n'a vraiment eu très très peur. Merci Excel, quoi. Ouais, merci mon côté hyper tableau Excel. Okay. Voilà, après quand mes proches viennent ici pour la première fois, et la première question c'est mais tu dors ici toute seule? Et je dis bah oui, ça m'arrive. T'as pas peur? T'as pas peur? Ah non. Non, pas du tout. T'as cherché un petit moment cet endroit, cet amoureux. Qu'est-ce que tu cherchais? C'était quoi tes critères? Tu te souviens? Ouais, très bien. Je voulais que ça soit très proche de Paris, enfin très accessible. Ouais. Et là, en l'occurrence, le Moulin, il est à 1h10 de train et 15 minutes de marche de la gare. Ouais. Donc ça, c'est quand même fou. Je voulais que ça soit gigantesque. J'avais besoin d'avoir de la terre. Ouais. De la terre. Vraiment je suis légèrement collapsologue mais pas vraiment, mais un petit peu quand même. Enfin, pas collapsologue, mais bon, je vois bien qu'on est sur un tournant de l'humanité assez important. Je crois à des valeurs vraiment basiques, la terre, l'eau, etc. Donc, il fallait que ce soit très grand, très nature, et il fallait que j'ai un coup de foudre qui fasse que j'ai envie d'y retourner, même à 1h du matin, parce qu'il y avait un problème. En mois de février. Voilà. C'était vraiment les 3 critères. J'ai bien compris, j'entends, et c'est tout ça tu l'as fait toute seule, et c'est d'autant plus, je pense, énergisant, valorisant, etc. que tu l'as fait toute seule. Sur quoi ou sur qui tu t'es appuyée quand même dans cette transition-là? Et même aujourd'hui, j'ai bien compris que tu avais fait appel aux élus locaux, etc. Et je pense que ça aide. Qui d'autre, ici ou ailleurs, ou quoi d'autre? Écoute, la réponse qui me vient, c'est ma résilience libanaise. Je reviens là-dessus. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que donc, moi, je viens d'une famille franco-libanaise qui vivait au Liban. D'accord. Et à 4 ans, j'ai connu la guerre civile. Et non seulement on a connu la guerre civile, mais on a été réfugiés en France. Et moi, j'ai vécu 6 mois, entre autres, en France toute seule avant que mes parents arrivent. Donc tout ça est très traumatique. Et puis ensuite, le Liban vit ce qu'il vit. Aujourd'hui, il vit la plus grosse crise économique que l'humanité ait connue, je crois, ou un truc comme ça. Et quand je vais là-bas, je vois ma famille qui continue à rire, à être ensemble, à manger. Il y a plus d'électricité, il y a plus de fuel, les supermarchés sont quasiment vides. La livre a perdu, je crois, 40 fois sa valeur. Il y a une forme de résilience libanaise que j'ai appris avec mon expérience familiale. Et ça m'aide beaucoup ici. C'est qu'en fait, rien n'est grave. Rien n'est grave.
Si ma famille va bien, les gens que j'aime vont bien, et moi je suis en bonne santé, honnêtement, mais il y a rien de grave. Vraiment, moi qui suis coach, j'entends complètement les douleurs des gens qui peuvent être plus peut-être anodines sur le papier. Je pense qu'il n'y a aucune échelle de la douleur. En revanche, je remercie toutes ces douleurs de m'avoir faite aussi résiliente, parce que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'apporte énormément. Donc ça, c'est la principale force que j'ai. Après, j'ai une famille qui est, tu l'auras compris, proche. Pas forcément géographiquement, mais en tout cas. Alors, il y a une partie qui est très proche à Paris, parce que il y a mon frère et ma fille et mon père qui habite au Liban, qui vient souvent en France. Mais surtout, il y a une cellule, c'est-à-dire il y a un espace toujours de support dans cette famille. Jamais il y en a un qui est laissé... Jamais. Donc, il arrive que je me plaigne pendant une semaine parce que j'arrive pas à m'en sortir. Et je suis entendue. Ça, c'est super. On peut les appeler Ouais, on peut les appeler, bien sûr. Ils vont répondre tout de suite. Prennent des appels de personnes extérieures à la famille. Merci. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a ça. Et puis, après, moi, je fais partie de plein de cercles de gens. Il y a plein de choses qui me viennent. Par exemple, un cercle de gardiens de lieux dont je fais partie. Donc, c'est un groupe qui a été créé par Maëlys et Cyril de l'Arbre aux Étoiles, qui est un lieu en Normandie. Ce groupe, il fait que tous les mois, on se réunit par Zoom pour échanger sur nos lieux. Donc, on est tout un groupe de gens qui avons des lieux en France, qui accueillons des gens. Excellent. Donc, il y a ça, par exemple. Je fais beaucoup de formations en prospective et innovation, notamment à l'Institut des Futurs Souhaitables. Et l'Institut des Futurs Souhaitables a vraiment créé une communauté de gens qui sont très... porté sur la question de l'environnement, du climat, de l'impact. Et donc, pareil, il y a beaucoup de soutien et beaucoup de conférences et de choses, de réunions, etc. pour se porter les uns les autres. Bon, après, j'ai un cercle amical aussi qui est merveilleux. Moi, je pense que j'ai créé aujourd'hui un environnement qui me permet d'avoir ce lieu. C'est marrant parce que je vois plusieurs anneaux en fait de cercles, tu vois, de amicaux ou semi-pro qui t'entourent, c'est bien. Et il y a une dernière chose aussi, et ça c'est sans doute en rapport avec mon métier de coach. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut pour être coach. Ma réponse aujourd'hui, c'est l'intégrité. C'est-à-dire vraiment une intégrité et une hygiène de vie. Et pas l'hygiène de vie Je me brosse les dents. Je me brosse les dents, je fume pas de cigarette, etc. L'hygiène de vie, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, une sorte d'écologie profonde. Et ça, j'ai eu très vite conscience ici que si je maintenais pas une certaine forme physique, mentale, c'était pas jouable. Donc j'ai toujours ce truc, c'est un peu comme un sportif. Dès que je vois que je faiblis un peu, que je fatigue un peu, je me repose. Je ne joue pas avec ça. Parce que je ne peux pas me permettre de pas être en forme. Et ici, tu arrives à te reposer. Tellement bien. Parce qu'on dort bien, probablement. On dort hyper bien. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter, je sais pas, un moment où tu te serais dit, non mais c'est exactement pour ça que j'ai remué ciel et terre pour m'installer ici, tu vois? Je sais pas, c'est pour une extasiée, mais... Vas-y, extasions-nous. À chaque fois que j'arrive. Ah ouais. À chaque fois. Ah, c'est génial avec une répétition en plus. À chaque fois. C'est-à-dire que même quand je pars une journée, j'arrive dans l'allée là, tu vois, qui arrive au portail, et je souris bêtement. Et la majorité du temps, je pousse un petit cri. Très bien. Ah, je suis trop contente. Même quand je suis toute seule. Les voisins sont prévenus ou Alors, je suis dans ma voiture, donc ils ne m'entendent pas. Très bien. Mais... ouais, en fait, c'est un état de bonheur renouvelé et qu'en plus, je laisse s'exprimer. C'est-à-dire que je sais qu'on a un système dans le cerveau qui fait qu'on s'habitue aux bonnes choses. Donc, à partir du moment où je l'ai su, ça, où je l'ai appris, j'essaye de le contrer dans beaucoup de domaines de ma vie et donc de muscler mon extase naturelle pour des petites choses. Alors, vu que c'est le moulin, là, donc c'est grand, c'est assez musclé. C'est-à-dire que vraiment, je ressens du bonheur dès que j'arrive ici. Et même souvent, je danse en arrivant. D'accord. Dans la voiture aussi ou... Non, quand je rentre dans le... ça c'est bien. D'accord. Tu me disais que tu ne t'étais pas lancée dans des travaux monumentaux au début.
t'as forcément eu envie de changer des choses en arrivant, peut-être d'isoler mieux, je ne sais pas. Et tu me disais que tu faisais les choses progressivement, c'est ça? Ouais, au début, il y a eu une espèce d'affolement de moi et des artisans qui sont venus ou des amis qui sont venus en disant il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Ça m'a créé beaucoup de stress. Et puis, je me suis souvenu des règles essentielles de la permaculture, c'est-à-dire 1 an pour observer avant de faire ton potager. Et je me suis vraiment donné 1 an où je me suis dit, Carole, tu observes. Et Dieu merci, je l'ai fait parce que si j'avais écouté ce qui me parlait au début, ou ce qu'on a pu me dire, ou ça aurait été une catastrophe. Un exemple, par exemple, les premiers artisans qui sont venus ici pour les fenêtres, parce qu'il y a des fenêtres qui sont, la majorité sont pas à double vitrage. J'aurais dû changer 48 fenêtres. Oui. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, avec les nouveaux artisans et la connaissance que j'ai de la maison, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont exposées au froid, d'autres qui sont pas exposées au froid. Bien sûr. Et il y en a 8 à changer. Donc ça, c'est un exemple pour moi, ou bien de casser le mur entre la salle à manger et la cuisine, ce qui paraissait une évidence aujourd'hui on fait des cuisines ouvertes. Heureusement que je l'ai pas fait. Parce que finalement, à l'épreuve du temps, c'est super agréable d'avoir une grande cuisine fermée où certaines personnes vont se réunir, avoir des petites discussions entre eux, d'autres personnes vont être dans la salle à manger, etc. D'avoir ces grandes pièces fermées permet d'autres interactions aussi. C'est des petits exemples. Voilà, il y a ça. Puis après, il y a la sobriété, qui, moi, est très importante. Je suis vraiment une consommatrice repentie. On est nombreux dans ce cas. Donc aujourd'hui, par exemple, la majorité des meubles ici, ça vient de la ressourcerie, des compagnons du partage, du Bon Coin, sauf les canapés et la literie, pour lequel je n'ai aucune tolérance. Que ce soit clair. Ici, on dort. Dormir, c'est important. Mais tout le reste, c'est principalement de seconde main. Et pour les travaux, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire déjà de voir ce que je peux garder et de restaurer ce qui n'est vraiment pas gardable. Pour l'instant, ça va. Et je trouve qu'un coup de blanc, c'est quand même pas mal déjà. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui hésitent encore ou qui sont attirés par une vie plus équilibrée? Je reprends tes termes de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment tu peux les inciter à passer le cap? Ou voilà, qu'est-ce que tu aimerais partager? Alors, j'ai de plus en plus de gens qui m'appellent pour échanger. C'est toujours un plaisir. Ce que je dis en général, alors bon, après c'est compliqué pour moi parce que j'ai mon métier de coach fait que j'essaye de ne pas donner de conseils, sauf quand on me les demande. Et là tu m'en demandes. Eh oui. Donc t'as le droit, allez hop. Je vais m'autoriser. Le conseil, les conseils que je pourrais donner, c'est quand je prends cet endroit et ma vie aujourd'hui, ça demande beaucoup de cœur. Et je dis vraiment ça de façon choisie. C'est que c'est pas mental. Mentalement, je pense qu'on regarde ma vie aujourd'hui d'un côté purement cartésien, ça n'est pas du tout raisonnable. Mais pas du tout. C'est vraiment... En revanche, et bon, c'est pour ça que l'endroit s'appelle Cœur. Regarde, j'ai un sweatshirt qui s'appelle Cœur. J'ai tout un projet maintenant qui s'appelle Cœur, avec une asso, un lieu, une boîte. Enfin, les meilleures décisions pour notre vie, je pense qu'on les prend avec le cœur et pas avec la tête. Parce que la tête, elle est quand même portée par le cerveau reptilien qui, en gros, nous dit toute la journée, il faut survivre, protège-toi, reste sous une table. Voilà. Donc. Et mange des légumes. En partant de là, on risque de s'embêter un petit peu. Donc voilà, souvent donc quand j'ai des coups de fil ou des gens qui me rencontrent pour ça, ce que je leur dis c'est si c'est pas viscéral, c'est peut-être pas le bon moment ou peut-être pas la bonne direction, peut-être qu'il y a autre chose. Parce que c'est beaucoup. Et quand tu dis ça demande du cœur, j'entends courage. Non, moi j'entends de l'amour. C'est vraiment de l'amour de la nature, de l'amour de recevoir des gens, parce que c'est quelque chose de recevoir des gens. Moi, à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, c'est énormément de gens qui arrivent, qui partent, etc. Moi, c'est un vrai plaisir. En fait, pour profiter de cet endroit, je dis toujours qu'il y a un prix à payer. C'est-à-dire que pour qu'il soit comme il est, ça demande de donner en permanence. Alors, principalement au printemps, tu connais, puisque au printemps, tu te retournes, ça a poussé.
C'est... Tu vas boire un café, tu reviens, c'est plus pareil. la pelouse qui avait été tondue a poussé. Ouais. Et donc c'est sans arrêt. Ouais, c'est un éternel recommencement. C'est pas des vacances du tout. C'est ouais, pour moi c'est pas du tout des vacances. Ouais. Mais c'est de l'énergie apportée quotidiennement, donc en mode homéopathique. Je suis très partante aujourd'hui. On me parle beaucoup des problèmes de la santé, du trou de la sécu, etc. Enfin, ça, c'est un truc qui revient quand même depuis des décennies. Moi, je pense que tant qu'on sera pas en France sur un système de prévention plutôt que de guérison, tout le système médical sera complètement déséquilibré. Et ben pour moi ici c'est la même chose. C'est on est sur un système où parfois les gens partent en vacances pour se reposer du travail, pour aller retravailler, se refatiguer. Moi, à la campagne, je trouve que on gagne en énergie de façon quotidienne pour pouvoir faire le reste. Ouais. Parce que la nature est ravigorante. Comment tu le sens dans ton corps, ça? Je traduis ce que je viens d'entendre par, en fait, je me repose en travaillant, entre guillemets, voilà, enfin, en travaillant pour le moulin, etc., en faisant des efforts. Est-ce que tu le ressens dans ton corps? Je sais pas, est-ce que ton corps s'est musclé différemment, tu vois? Oui. On mange différemment quand on est ici, forcément. Mais tout. Je me sens, je vais sortir un cliché de magazine féminin que je lisais quand j'avais 15 ans, mais je me sens 100 fois plus en forme aujourd'hui qu'à 30 ans. Mais 100 fois. Et je sais que le fait de vivre en nature est très, très, comment dire, très, très responsable, de ça. Et je bouge. Je dors bien, je dors sur la terre, je dors pas sur des vibrations de métro. C'est complètement différent. Je respire de l'air qui est beaucoup moins pollué. Je pense qu'il est un peu pollué parce qu'on est quand même dans la Beauce, mais il est pas aussi pollué qu'à Paris. Les contacts humains sont plus cool. Ils prennent le temps, quoi. La temporalité est totalement différente ici. Il y a quelque chose pour moi, de plus naturel. Et comment on apprend ça? La patience, quelque part. Parce qu'effectivement, le temps, les choses prennent plus de temps, c'est évident. Comment toi, tu as appris ça? Tu es encore en train d'apprendre cette patience-là. J'ai appris au prix de certaines frustrations. Au prix de certaines frustrations. Et puis, à un moment, je me suis adaptée. Ouais, à un moment, tu te dis, en fait, et ça me pas va moi, mieux. C'est le système qui est comme ça, quoi. Et ça me va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, finalement. Ça correspond plus à ma nature. D'accord. De prendre le temps. Certaines choses. Et jongler entre cette vie-là, où les choses que tu viens de décrire, les choses prennent du temps, la nature nous dicte, en gros, à peu près comment on vit nos journées, etc. Et la vie à Paris qui, elle, n'a pas changé, parce que c'est pas parce que tout a changé qu'elle a changé. Tu deviens pas schizophrène à un moment? Enfin, quand tu as trouvé, toi, ton équilibre entre les deux? Ouais, j'ai mis 1 an pour trouver l'équilibre. Ouais. Pendant 1 an, c'était dur. C'était dur. Je faisais des allers-retours qui n'avaient pas de sens. J'étais sans arrêt en suradaptation quand j'étais à Paris, et puis suradaptation quand j'étais ici. Donc j'ai mis 1 an à trouver mon équilibre. Aujourd'hui, en fait, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que j'arrive à Paris et je pense que je suis très détendue. Donc j'espère que je partage avec les gens que je fréquente à Paris une forme de détente de quelqu'un qui n'est pas dans le speed tous les jours de la semaine. Et quand j'arrive ici, je pense que j'apporte aussi une forme d'énergie, peut-être un peu plus speed. L'un nourrit l'autre. Mais la première année a été... C'était fou. Non, mais c'était fou. Et pareil, pour Paris, je m'étais dit, tu prends pas de décision avant 1 an. Tu te donnes 1 an pour savoir si tu quittes Paris définitivement ou si tu essayes de trouver une solution pour garder les deux. Et la solution a été de garder les deux. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est pas tant à moi, c'est plutôt le moulin, quoi, qu'il continue à remplir sa mission. Pour moi, c'est un endroit guérisseur. Je suis très très touchée. Je vais revenir sur le Liban, par la situation du Liban qui me meurtrit. On n'en parle pas du tout en France, mais c'est vraiment un pays qui va très 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 mal. Donc je suis très meurtrie par ça et le moulin me guérit. Vraiment, il me soigne. Et les gens qui viennent ici me disent souvent
que ça leur fait un bien fou d'être ici. Mhm. Et même les petits enfants, par exemple, sont très heureux ici, génial. qui pour moi est très très significatif. Donc en fait, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cet endroit continue à offrir de la nature, des bons moments, des bonnes énergies. Voilà. Donc ça, c'était le sujet très cœur. Après, il y a un sujet plus pratique, plus cartésien, c'est toutes les questions de la transition énergétique, climatique, humaine. Et ça me tient vraiment beaucoup à cœur que ça soit de plus en plus développé en centre Val-de-Loire, ce qui est en train de se faire. Ouais. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et puis globalement, de continuer à pouvoir œuvrer pour justement une forme de transmission par rapport à ça. Et ce qui me touche vraiment, moi, c'est les sujets d'écologie profonde. Ouais. Et l'écologie profonde, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Comment être un être humain encore mieux. Donc dans l'inclusion, dans le respect de l'autre, le respect de la nature, le respect de beaucoup de choses. Pour pouvoir interagir, il faut qu'on soit prêt, quoi. Voilà. Merci Carole. Mais merci à toi, Mélie. Alors c'était quand même la première fois que je me faisais interviewer. Mais c'est oui, fou. Il était temps quand même. Incroyable. Après tous les interviews que toi t'as faites. Mais oui. Dans ta vie de journaliste, de coach, voilà. Merci. J'espère que ça s'est bien passé. Je suis bien tombée. Plein de belles choses à toi, au Moulin Cœur, et puis peut-être à une autre fois pour la suite. Hein. Merci. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.